Bonjour à tous, content de vous accueillir pour ce troisième épisode de cette série de webinaires sur la BI 2025. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran. Donc, comme je le disais, troisième épisode de cette série de webinaires dédiés à la BI 2025. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la partie mode données, pour ceux qui ne le connaissent pas. Petit rappel, les deux premiers épisodes qui ont eu lieu présenter une vision générale tout d'abord. On s'est concentré sur le deuxième, sur la partie mise en place des tableaux de bord. Et les deux derniers qui suivront sur les prochaines semaines, notamment celui de la semaine prochaine, où je vous invite d'ores et déjà à vous connecter, s'intéressera à une nouvelle offre que propose Sinovate pour intégrer de l'IA directement dans BO, on-prem, avec une IA frugale. Donc, voilà, un événement à ne pas manquer. Pour revenir sur le contenu du webinaire de ce jour, donc on va essayer, on va plutôt regarder le mode data. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis la 4.3 SP4, on a une nouvelle entrée maintenant quand on est en mode conception, qui s'appelle le mode données et qui permet, vous allez voir, de préparer, d'enrichir les données, etc. Donc on va voir justement un peu plus en détail ce mode. Qu'est-ce que ça apporte, et puis les nouveautés avec cette BI 2025 qui ont été apportées et comment vous pouvez réutiliser tout ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des leviers d'analyse dans la construction, voire pourquoi pas faire de la simulation. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, dans ce webinaire, dans cet épisode, on fera une ouverture vers SAP Analytics Cloud et notamment sa partie planning. Donc en voyant bien, dans un premier temps, comment ces deux solutions sont complémentaires, qu'est-ce que couvre chacune, et au travers d'une rapide démo, on verra les fonctionnalités de SAC Planning, qui est dédié à l'élaboration budgétaire principalement, mais vous le verrez, qui peut être utilisé, et qui l'est d'ailleurs très souvent, pour de la simulation. Vous savez que ça permet aussi de jouer différents cas de figure, etc. Donc ça, c'est aussi un point important qu'on souhaitait vous montrer dans cet épisode dédié plus à la donnée et sa manipulation. Petit point aussi avant de continuer, comme d'habitude, vous le savez, vous avez un petit chat qui est disponible. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'épisode, et puis on prendra bien évidemment un temps à la fin pour échanger et répondre à vos questions. Donc, la BI 2025, jusqu'à maintenant, on a déjà vu un petit peu toutes les nouveautés, les nouvelles séquences de sortie dans le premier épisode, qu'est-ce que ça apportait de manière globale sur l'interface, pas mal de nouveautés, etc. Dans le deuxième épisode, on a vu plutôt le côté design, voilà, le côté ludique, on va dire, mettre en forme les données pour pouvoir les analyser derrière. Là, on va revenir un cran en avant avec le côté données. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quelques petits rappels sur la 4.3. Il y avait un aspect hybride assez fort dans la solution 4.3 qui s'ouvrait, notamment avec ce que j'évoquais en préambule, la complémentarité avec l'outil SAP Analytics Cloud. Ce dernier, on le verra, permet d'aller requêter directement les univers Unix, bien évidemment, mais aussi des documents Webby. Et donc, justement, avec toute cette partie mode données qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous le voyez sur le graphique, l'idée, c'est maintenant dans Webby, on a chacun des fournisseurs de données qui viennent construire ce qu'on appelle un data model. Donc, ça, c'est vraiment issu de SAC, la terminologie et puis le concept même, et de pouvoir réutiliser ces données dans d'autres documents Webby, dans SAC, et vraiment avoir une complémentarité entre les deux solutions. Donc, c'était vraiment un point important. Et puis, je l'ai évoqué aussi, depuis la 4.3 SP4, donc on a cette nouvelle entrée sur la partie mode données qui, vous allez le voir, permet de reprendre un peu la main sur vos données, que ce soit pour de la prévisualisation, de l'exploration, voire même derrière de la data prep, de l'enrichissement, et puis la construction in fine d'un cube unique qui va faire de la jointure, etc. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'aller voir directement dans la solution. Donc, l'idée, ça va être de parcourir cette partie-là. Donc, vous reconnaissez tous maintenant cette mire de BI, depuis la 4.3 et puis sur cette BI 2025. L'idée ici, ça va être
on va se connecter. Donc, vous reconnaissez toujours pareil cette page d'accueil. Donc, ce que j'ai préparé ici, c'est un petit document. On va s'intéresser à des ventes, un peu comme le deuxième épisode. Hein. Mais cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser à la construction du tableau de bord en lui-même, mais plutôt d'aller voir, comme je le disais, cette nouvelle entrée données ici, hein, qui permet d'aller, comme j'ai dit, préparer les données visualisées. Donc, cet écran, il se scinde en deux parties. Ici, vous avez la partie prévisualisation. Et puis dessous, on a ce qu'on appelle la partie flux. Ce qu'il faut comprendre derrière hein, cette notion de mode données, hein, l'idée, c'est de pouvoir plus facilement, on va dire, regrouper des données, les fusionner, faire des jointures, etc., pour préparer la donnée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écran dédié à cela, sachant que, alors ça, c'est des sources SAP, en moyenne, il y a un constat de 6 à 7 requêtes par document Webby, et donc toutes les jointures qui sont derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de déporter tout ça au niveau de cette entrée data. Alors, pour ceux qui le connaissent, hein, la fusion de dimensions existe toujours, mais l'idée, voilà, ça va être de plutôt consolider la donnée dans cet écran. Donc, ce que l'on voit donc, sur l'écran de prévisualisation en haut, bah, c'est la prévisualisation d'un cube de données. Donc, ce que vous voyez dans la partie flux dessous, on va retrouver bah, le cube, hein, qui est notre cube virtuel, qui lui-même est le résultat d'une requête et qui est basé sur une source de données. Donc là, on voit bien qu'on a une source de données qui est un univers, eFashion, hein, classique, qui a été généré sur une requête, et derrière, ça nous donne un cube. Donc vous voyez, en cliquant sur un cube ou un autre ici, ce qu'on a, c'est une prévisualisation des données. Cette prévisualisation, donc, bah, ça vous montre hein, directement les données qui sont présentes dedans, donc ça permet d'aller voir un peu les données, de voir ce qu'il y a dedans, de pouvoir se balader. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est qu'on a un mode maintenant exploration. Donc là, c'est le mode facette, où là, on va pouvoir voir pour chacune des dimensions, on a un comptage du nombre de lignes. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un peu des métriques sur vos différentes dimensions, voilà, par trimestre, combien d'enregistrements j'ai voilà, par mois. Donc on va retrouver ces analyses-là. Donc ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir aller prévisualiser vos données, voir un petit peu ce qui contient dedans, voire même valider un petit peu le contenu de votre requête. Comme on le voit ici, par défaut, on a le nombre de lignes. L'idée, c'est ici aussi, on va pouvoir aller changer le type d'agrégat, sachant que dans ma requête, je ne suis pas allé au bout de la requête, hein, mais on a 4 mesures qui sont proposées, les ventes, les quantités, la marge et puis les remises. Là, l'idée, c'est de pouvoir changer, plutôt que d'avoir un count, d'avoir la vision des sales revenus, ici, par ligne d'article, et de la même façon de pouvoir trier par ordre croissant, décroissant. Donc, vraiment pouvoir aller commencer à creuser un peu l'information. Pour ceux qui le connaissent, hein, cette vision facette s'inspire fortement d'un outil chez SAP qui s'appelait Explorer, voilà, qui a été intégré directement dans cette partie données. Et donc, on va pouvoir vraiment aller fouiller la donnée, voir un petit peu les choses. Donc, ça, c'est une des premières choses, c'est de pouvoir prévisualiser les données, explorer la donnée et fouiller. Là, on pourra basculer entre les deux modes. Et puis, ce qu'on va voir, c'est on va pouvoir même avoir toutes les lignes directement ici, ou alors vraiment les lignes un peu agrégées. Donc, on a vraiment un outil un peu d'exploration qui est assez intéressant. Les autres fonctionnalités qu'on peut avoir, puisque là, on n'est vraiment que pour l'instant sur la partie, on va dire, prévisualisation des données, c'est la possibilité d'avoir des modifications, des transformations ad hoc qui sont déjà prépackagées. Typiquement, ce que l'on va avoir ici, c'est des choses assez classiques de upper, de tout passer en majuscule, minuscule, ou alors de remplacer. Donc là, à la volée, voilà, je vais pouvoir facilement ajuster mes données. De la même manière, on va pouvoir avoir du remplacer. Je vais mettre sur l'autre facette. Du remplacer, typiquement ici, on a la notion de quarter, hein, de trimestre, donc qui est en anglais ici Q1, Q2, Q3, Q4. On pourrait vouloir changer ce Q en T, et très facilement ici, on va avoir une fonction remplacer qui va nous permettre de remplacer les occurrences de Q par du T. Et donc, vous voyez vos transformations qui sont ici.
De la même manière, on va pouvoir changer, typiquement ici, j'ai jacket, ou alors plutôt ici, sur les villes, on voit Austin, Boston, je vais pouvoir changer, remplacer la ville d'Austin par Boston. On va dire qu'on va regrouper les deux villes en une seule, et donc on le voit maintenant, j'ai les lignes qui sont rajoutées sur la ligne de Boston. Donc ça, toutes ces transformations, enfin toutes ces choses qu'on fait, bien évidemment, elles sont intégrées et visibles ici quand je choisis ma colonne City. On va retrouver ici toutes les transformations et on va pouvoir, le cas échéant, si ici en fait ce n'était pas une transformation que l'on voulait faire, on va pouvoir tout simplement venir supprimer cette transformation. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que tout ce que l'on va faire en termes de transformation va se faire au niveau du cube virtuel qui se trouve ici. Et donc, à tout rechargement des données, les transformations qui ont été opérées vont être réappliquées, bien évidemment. Donc, on a voilà, la possibilité de voir toutes les transformations qui ont été faites. On le voit avec un petit picto ici. D'ailleurs, on voit que sur Quarter, on a bien une transformation qui a été faite. Et puis, on peut retrouver là où les transformations qui auront été appliquées et en ajouter d'autres. Et pareil, sur Lines, on voit qu'on est passé en majuscule, minuscule. Je peux facilement annuler ces transformations et revenir en arrière. Donc, on le voit, voilà, des choses assez on va dire, basiques pour le moment de transformation, mais qui offrent voilà, cette liberté de correction de données, voilà, d'ajustement et de consolidation. Donc ça, c'était vraiment la partie, on va dire, prévisualisation, transformation, on va dire, basique, voilà, très simple. Si maintenant on se concentre plus sur la partie flow dessous, ce que l'on voit, c'est qu'ici, on a une première source qui a donné lieu à une requête. Voilà, on voit les ventes de 2022 à 2024. On a une deuxième source, alors je reviendrai sur ce type de source, qui présente les données de 2019 à 2021. Et l'idée, c'est qu'ici, on a deux cubes. On voit, ils se matérialisent ici dans la partie objet. On a bien nos deux cubes virtuels qui sont séparés. L'idée, c'est de pouvoir aussi regrouper, voilà, faire de la fusion, comme je l'ai dit, entre ces différentes sources. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ces deux groupes et simplement ici, via créer un cube, on va pouvoir lier les deux. Alors là, ce ne sera pas une jointure, mais plutôt ajouter un cube. Donc, c'est vraiment de l'append. On ajoute l'un en dessous de l'autre. On a la clé, on a les mêmes dimensions, donc tout se fait bien. Et donc là, si je le fais créer, là, ce qui va me créer, vous voyez ici, c'est un troisième cube qui va être l'append des deux autres. Et on le voit d'ailleurs ici, on a un nouveau cube qui s'est créé. Donc ça, c'est important, c'est l'idée, voilà, on va préparer petit à petit un seul jeu de données. On voit d'ailleurs ici les données, on va pouvoir les fouiller, on voit bien que j'ai mes données de 2019 à 2024. Et on va pouvoir, de la même façon, faire des transformations. Il faut savoir que ces transformations, elles peuvent intervenir sur des cubes par an ou enfant. On va pouvoir les faire à chacun des niveaux de manière, on va dire, indistincte. Et puis, une fois qu'on a mis ce cube en place, l'idée, c'est peut-être pour les utilisateurs ne plus avoir accès à cela, ne donner accès qu'au dernier qui est, on va dire, le jeu de données consolidé. Et on aura ces possibilités ici, par exemple, de masquer les données. Voilà. Et au final, dans la consommation ici, si je passe en mode conception, les utilisateurs ne verront, vous voyez ici, que notre cube que l'on a préparé. Ici, et pas les autres qui ont servi à construire ce dernier. Donc, derrière, on va pouvoir renommer ce cube. Bien évidemment, on peut revenir dessus s'il y a besoin. Et là, on va dire vente 2019-2024, par exemple. Donc ça, jusque-là, voilà, c'était les choses qui étaient sur la 4.3 SP4. Aujourd'hui, la BI 2025 apporte son lot de nouveautés aussi, notamment en termes de transformation. C'est-à-dire qu'ici, si je reviens un petit peu sur la partie modifiée, on va voir qu'ici, on va avoir plus de jointures que ce qu'il existait, notamment des jointures droites complètes sans interaction, avec interaction, etc. Donc, on a vraiment maintenant toute la batterie de jointures qui nous permet vraiment de jouer avec les différents jeux de données, différentes sources.
Donc, on le voit ici, par exemple, j'ai que 2 sources. On le voit dans mes données, j'ai ici des numéros de produits, hein, le SKU number, mais je n'ai pas forcément de descriptif de ces articles. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va rajouter une nouvelle source de données, de type Excel, par exemple, qu'on va aller chercher dans les dossiers, par exemple ici. Donc, on voit ici, je n'ai aucun fichier Excel dedans. Alors, ça aussi, ça fait partie des petites choses qui simplifient la vie. Historiquement, on était obligé d'aller d'abord charger le fichier dans la plateforme et puis après pouvoir l'utiliser. Si on a oublié de le charger au préalable, on a toujours la possibilité ici de le charger directement et d'aller voir. Par exemple, ici, j'ai un fichier SKU dimension qu'on va pouvoir ajouter. Et on va le voir ici, il s'agit, on va l'ajouter ici. Donc, ce que l'on voit, c'est on a notre number, on va avoir un certain nombre d'informations dessus disponibles. On va exécuter le rapport. Et donc, dans l'idée, ici, on va venir compléter quelque part une table de faits avec une table de dimension. Ça vous montre quelque part comment on va pouvoir vraiment modéliser dans cette partie data, vraiment avoir une partie de table de faits et puis rajouter les tables de dimension. Ce qui permet de gérer quelque part une certaine historisation ou non de l'état des produits à un moment donné. Typiquement, j'aurais pu rajouter ces informations directement dans mes requêtes précédentes. Là, l'idée de l'avoir indépendamment et de pouvoir le recharger aussi de manière indépendante, ça va permettre d'avoir une vision historique par rapport à une hiérarchie produit que l'on aurait actuellement. Ou alors, si on souhaite garder l'historique, plutôt l'avoir à ce niveau-là. Mais ça vous permet vraiment de décider votre stratégie en termes d'affichage et d'analyse des données. Et vous le voyez, là, on va pouvoir aussi créer un enfant à partir de celui-ci. Ou dans celui-ci, on va lui ajouter un cube qui sera donc ma requête 1. Il m'a détecté automatiquement. Il y a des stratégies qu'on va pouvoir adapter, mais là, il arrive à retrouver directement le champ de la clé qui permet de faire la jointure. On est bien sur une jointure gauche. Et donc là, de manière très simple, on a créé un nouveau cube qui va venir rajouter ici, on le voit, les informations de description de mon produit, le groupe, le type, et puis le côté discount, yes, no, qu'on va retrouver. Puis, pareil, on va pouvoir avoir ici les informations sous format facette et exploration. Donc, on va pouvoir venir ici enrichir petit à petit les informations ou alors, bien évidemment, tout faire dans un seul, puisqu'on va pouvoir avoir plusieurs jointures au sein d'une même préparation. Par exemple, ici, on avait le côté append. Et si je veux rajouter un cube ici, on va pouvoir le faire directement à ce niveau-là, de la même façon. Et vous le voyez ici. On va avoir nos 3 qui vont donner un seul jeu de données qui va s'enrichir, on le voit ici, avec les nouvelles informations en 2019. Donc, on va retrouver les champs qu'on a rajoutés. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le côté transformation jointure qui s'est enrichi, qui permet de faire un peu plus de choses. Une des nouveautés aussi de cette BI 2025, on l'a vu en termes ici de transformation, on a des choses qui sont déjà pré-packagées. Une des grandes nouveautés maintenant aussi, c'est la possibilité de passer par des formules. Donc là, on va rentrer dans le Formula Editor. Et donc là, on va retrouver vraiment tous les champs. On va pouvoir venir avec les fonctions classiques. Pareil, il y en a un peu plus que ce qu'il y avait dans le 4.3. Je ne vais pas faire le détail, mais sur la partie notamment date et heure, il y a pas mal de choses. Mais là, on va vraiment pouvoir aller coder une formule avec ici même des choses de type logique, avec du if, then, else, etc. Donc, vraiment entrer dans les calculs de l'enrichissement de l'information au travers de formules avancées et qui vont venir s'enrichir dans le modèle. Donc, ça, on peut le faire directement sur des colonnes ou alors, vous l'avez ici, par exemple, quand je suis là-dessus, la possibilité de passer ici, d'ajouter une nouvelle variable. Ce que l'on ferait dans le document, on peut le faire aussi au niveau directement de la préparation de données. Et donc là, si je veux rajouter, par exemple, un champ qui va me relier state et city, on va créer très simplement quelque chose qui va me concaténer state. Vous voyez, en plus, on a la complétion. Si on veut taper directement ici, si je commence à taper city, vous voyez, on a la complétion
On a un code couleur, tout ce qui est bleu, ça va être des dimensions, en orange, les mesures, et en rouge, des fonctions. Et donc là, j'ai fait quelque chose de très simple où j'ai concaténé les tailles de pays. Et donc là, si je fais OK, ah oui, je crois que ce n'est pas les mêmes types de caractères entre les deux. Si, pourtant, il me semble que oui. Hop, ah oui, il manquait, pardon. Je vais essayer de faire quelque chose de propre quand même. Donc, il y a un plus ici, voilà. On peut faire valider la formule et voilà, OK. Et donc là, maintenant, on voit qu'on a bien 18 colonnes, ça s'est enrichi, on a quelques métriques ici, et je dois avoir une nouvelle colonne ici qui s'appelle State et City, voilà, qui me fait un regroupement des deux. Donc, on voit qu'on va pouvoir enrichir au travers de formules un peu avancées, et voire même aller plus loin sur des formules qui vont dépendre de variables, et donc créer quelque part des cas de simulation, mais je reviendrai un peu là-dessus. Vous voyez, là, on commence à construire un jeu de données où on va avoir nos faits, qu'on va enrichir de dimensions, et pourquoi pas, derrière, aller enrichir ce jeu de données avec un nouveau fichier texte. Hop, je vais faire une nouvelle requête. Hop, ajouter une requête. Ça vous permet de vous montrer les différents écrans. Fichier Excel, on voit qu'on n'a toujours pas notre fichier. Je vais aller chercher ce fichier budget 2024. Et donc là, ce fichier va aller renseigner pour un certain nombre de choses, pour les produits. Je vais faire ça plus rapidement. Voilà. Exécution. Et donc là, ce qu'on va ramener, c'est le budget pour l'année 2024. On va pouvoir, qui s'appelle Sales Revenu ici dans ce fichier, hein, mais qu'on va pouvoir aussi renommer tout simplement. Voilà, on va pouvoir, dans les propriétés, on voit les choses ici, on voit un certain nombre d'informations, on va pouvoir ajouter des transformations. Et de la même manière, on va pouvoir rajouter ici, dans ce fichier, un nouveau cube qui sera le budget. C'est la requête 2. On voit qu'il arrive à déterminer voilà, les différents champs qui sont, voilà, c'est les mêmes noms, donc il y arrive assez bien. Et de la même manière, on va venir donc enrichir ici notre jeu de données du budget. Colonne, hop, toc, 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 sales budget, voilà, c'est celui-ci parce que je ne l'ai pas renommé, hein, mais on pourrait le renommer derrière et ainsi avoir une vision budget. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on va construire in fine un jeu de données qui va se baser sur différentes sources, différentes requêtes. Hein. Chacun va avoir un cube associé qu'on va pouvoir masquer. Et l'idée, c'est vraiment de consolider le jeu de données derrière. Donc, une des raisons aussi de toute cette partie-là, c'est d'éviter des choses qui se faisaient par ailleurs, hein, très, très classiquement, c'est-à-dire je vais dans BO, j'extrais mes données, je passe dans Excel pour pouvoir faire mes jointures au travers de recherche V, etc., pour pouvoir consolider les données, et puis après, je réinjecte ça dans BO. Là, l'idée, c'est vraiment de tout proposer là-dedans, de manière très simple, hein, vous le voyez, et puis très graphique, hein, on va pouvoir avancer sur la construction de notre jeu de données complet. C'est une réponse aussi à la disparition du côté multisource dans les univers aujourd'hui. Donc, l'idée, ça va être de reconstruire ça directement dans ce document Webby, toute cette partie jeu de données. Et donc, un des aspects qui est assez intéressant que j'ai vu mis en place dans ce cadre-là, on le voit avec le budget, hein, c'est d'avoir, pourquoi pas, différentes versions de budget. On va venir travailler et intégrer ici, un budget 1, un budget retravaillé, etc. Et donc de pouvoir, après, dans la partie visualisation, voir un petit peu voilà, les comparaisons entre les différentes versions, vraiment travailler là-dessus, voire même, comme je l'ai dit, au travers des formules, avoir des scénarios de simulation, on va dire, quelque part, qui permettent tout simplement voir différents scénarios qu'on pourrait avoir, tenant compte d'hypothèses, etc. Donc, on voit vraiment un outil ici dans la partie données qui permet de prévisualiser, d'explorer la donnée, hein, vraiment de se rassurer aussi hein, quand on a fait nos données ici, de pouvoir aller regarder que tout s'est bien passé. Donc ça, c'est assez important. De pouvoir aussi
avoir des possibilités voilà, multi-sources, etc. Et au final, l'idée, c'est tout ce travail qu'on a fait de consolidation dans ce document-là, de pouvoir le réutiliser dans d'autres documents. L'idée, c'est, si je pars ici sur un nouveau document Web Intelligence, si on le voit dans les sources de données disponibles, on va pouvoir se baser sur un document Webi comme source de données. Et donc, si on fait ça, vous voyez ici, je vais pouvoir aller choisir mon document qui s'appelle Demo Synovate Vente. Donc, c'est celui qu'on vient de travailler. Et donc, si je me base là-dessus, l'idée, c'est qu'on va même pouvoir conserver les données à jour lors de l'actualisation. Pour faire simple, on va avoir notre document Webi qu'on vient de préparer, qui est, on va dire, le master. Et donc, à chaque rafraîchissement de ce document, que ce soit manuel ou planifié, automatiquement, tous les rapports qui seront basés dessus seront rafraîchis. Ça, c'est un point important. Et donc, si on fait ça, on va tomber sur la partie requêtage. Ah, mince. Forcément, ça tombe à l'eau. Hop, c'est l'effet des mots, un classique. On va le prendre sur notre rapport, peu importe. Le principe reste le même. Ah, c'est qu'il doit y avoir un petit bug. Bon, ça arrive. Mais l'idée, voilà, ça va être de pouvoir aller chercher les éléments qu'on a préparés dans le jeu de données. Peut-être ici, enregistrer. Voilà. Et je vais essayer de refaire ça. Voilà. Donc, on le voit ici, tous les éléments qu'on a préparés précédemment, avec notamment l'enrichissement qu'on avait sur les dimensions, la partie budget que je n'avais pas renommée. Mais on retrouve tous ces éléments-là. Ce qui est important, c'est que je vais pouvoir, ici, de la même manière, faire ma requête, rajouter des filtres si on souhaite, de manière classique, exécuter ça. Et vous voyez ici, j'ai bien ma requête. Je vais pouvoir très simplement aller faire mon graphique. Et voilà, j'ai mon tableau ici qui s'est mis en place avec mes informations. Et donc, dans le cas où j'enrichis mon autre document dans la partie données, avec de nouvelles variables, avec une nouvelle source, etc., j'aurai la possibilité ici, si je reviens dans ma requête, ils vont s'ajouter de manière automatique et je vais pouvoir les rajouter dans ce rapport-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'un modèle de données, on va dire, un peu générique qu'on va mettre en place, ici sur les ventes, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, bien évidemment, et que l'on va après utiliser dans d'autres documents Webi. D'où le bon côté de pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités en termes de préparation, d'enrichissement de données, etc., dans nos données. Et donc là, on le voit, si on regarde notre requête qui se base sur un document Webi, nommé Demo Synovate Vente, on a la requête associée et donc notre cube qui est ici. Et de la même manière, là-dessus, on va pouvoir aller, pourquoi pas, faire de la préparation de données. On voit ici des groupes, on va pouvoir soit utiliser les fonctions classiques, soit des formules avancées pour pouvoir créer d'autres transformations et enrichir nos données. Donc voilà un petit peu pour cette partie data, on va dire, dans la BI 2025. Donc ça, on le voyait déjà dans la 4.3 SP4, quelque chose qui vient donner de l'agilité dans la préparation de données, mais même au niveau des utilisateurs dans la construction, avec leurs fichiers texte à droite et à gauche, les requêtes qu'ils peuvent créer, et donc après, in fine, avoir retrouvé cette autonomie pour créer facilement sans passer par des recherches V, des choses comme ça, dans des outils tierces. On garde vraiment toute la gouvernance au sein de cet outil dans une interface assez simple, et puis de la même façon qu'on va pouvoir partager très simplement. Derrière, on va pouvoir donner l'accès à ce document à d'autres personnes. Donc ça, c'était sur la partie, on va dire, BI 2025. J'ai dit aussi la partie un peu budget, on l'a vu un petit peu, et simulation. Et donc, si on veut aller plus loin dans ces parties, on va dire, élaboration budgétaire, vision, etc., c'est pour ça qu'on a voulu tenir à faire une petite ouverture sur la partie SAC Planning. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil SAC, SAP Analytics Cloud, il y a un certain nombre de webinaires. Je laisserai Mathias peut-être coller le lien vers des replays de webinaires précédents qu'on a fait, que ce soit sur SAC et même de manière plus classique vers SAC Planning, précisément. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait ouvrir, puisque vous allez voir, SAC Planning permet d'aller encore plus loin dans cette agilité de la donnée, cette manipulation qu'on peut avoir et dans l'exploration. Alors déjà, pour replacer un peu le cadre,
c'est vrai que c'est difficile de placer un peu les deux solutions. BO, vous le connaissez tous. La partie SAC, c'est une solution qui est dans le cloud, comme son nom l'indique, conçue sur un modèle SaaS, qui va venir combiner ce que l'on a, la partie analytics, on va dire, avec deux autres aspects que sont la partie planning, élaboration budgétaire, et la partie IA machine learning qui est intégrée directement dedans. Et donc, ça va être de pouvoir bénéficier de tout ça directement. Il y a vraiment une complémentarité des deux solutions avec une interopérabilité entre les deux solutions. Donc voilà, la BI 2025, son interface moderne et expérience utilisateur, elle est à l'image de ce que l'on a dans SAP Analytics Cloud, dans SAC. Il y a aussi une interopérabilité, puisque dans SAC, comme je l'ai déjà évoqué, on va pouvoir aller consommer les univers, mais aussi des documents Webby. Vous voyez, la préparation qu'on a fait précédemment, elle va pouvoir être réutilisée aussi de manière assez simple dans SAC. Il y a un partage aussi de la sécurité via les utilisateurs au travers du SSO s'il est en place. Donc, on voit vraiment une complémentarité des deux solutions où SAC apporte, voilà, si on regarde un petit peu les cas d'usage couverts, on voit bien évidemment que les deux solutions s'overlappent un petit peu, notamment sur tout ce qui est la partie BI. On va pouvoir faire bien évidemment du dashboard dans SAC comme dans BO, un peu plus poussé ou différent, on va dire, data exploration, du discovery, etc. Là où BO va faire des choses que ne fait pas SAC, inversement, SAC va aller plus loin, va enrichir avec deux aspects principaux, la partie planning, donc l'élaboration budgétaire que je vais vous montrer, et la partie augmented analytics, donc la partie IA intégrée, qu'on va voir aussi au travers de petits exemples, mais qui sera plus vu dans le dernier épisode notamment, dans le 5e épisode du 19 juin, où on fera la part large justement à toute cette partie IA dans la roadmap SAP. Donc voilà, donc l'outil SAC, c'est vraiment un outil d'aide à la décision avec cette partie data, ça c'est un point important, la partie planification budgétaire, donc on va pouvoir mettre en œuvre, on va pouvoir avoir toutes les tâches de suivi, de saisie, de renseignement, etc. et la prise de décision. Un point important aussi, c'est qu'on reste dans un outil DataVis, c'est-à-dire que tout ce que l'on va faire comme transformation, on va pouvoir avoir directement des visuels qui nous permettent de comparer différentes visions de budget, différents scénarios, puisque ça peut être utilisé pour de la simulation aussi. Donc là, ce que je vous propose, donc voilà, SAC Planning, c'est vraiment de la création de budget, du suivi de réalisé versus du prévisionnel. Et puis, ça, c'est un point important, de la simulation du what-if derrière. Et donc, bénéficier voilà, de vraiment toutes les fonctionnalités de SAC, que ce soit en DataVis ou en IA. Donc, hop, là, pareil, je vous propose d'aller voir ça directement au travers d'un petit cas très simple, de petits cas d'usage. Donc, encore une fois, je pense que Mathias a pu mettre ça dans le chat. Oui. Le lien vers les précédents webinaires qu'on a pu réaliser sur cette solution. Et vous le voyez, voilà. Ici, on est dans SAC. Donc, on a déjà utilisé comme illustration dans le 2e épisode de la semaine dernière cette solution dans le cadre de l'application CGS. N'hésitez pas à aller voir ce replay pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là, l'idée, on va se concentrer plutôt sur la côté planning. La première chose que je vous propose, c'est déjà une petite vision, on va dire, d'un portail ici qui va nous montrer donc, les différentes fonctionnalités. Alors, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais vous montrer un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc là, on a un portail, on va pouvoir accéder soit au côté vente avec la saisie des quantités qu'on va rentrer, des calculs prévisionnels, etc. Et puis le côté finance derrière, qui forcément est dépendant des ventes et des estimations qu'on va mettre. Donc si on va voir le côté vente, vous allez voir, on va tomber sur un tableau de bord qui présente un certain nombre de choses. Donc là, on va se mettre dans le cas d'une entreprise. Voilà, on suit le chiffre d'affaires prévisionnel sur la France en 2025. Une société, alors on retrouve des filtres ici qui sont intégrés avec deux sociétés, deux entités en France et au Canada. La hiérarchie produit derrière, on va pouvoir plier, déplier, arriver sur différentes choses, etc. On va retrouver un certain nombre de visuels ici. Comme je l'ai dit, l'idée, ce sera à chaque fois de comparer ce que l'on est en train de faire, que ce soit en réel, en estimé, etc. Et puis une vision un peu graphique, etc. Donc là, ce que vous avez dessous, c'est un grand tableau de données où vous allez retrouver le chiffre d'affaires avec les quantités et les prix. Donc, on voit ici la partie réelle. C'est la partie que, voilà, c'est le réel jusqu'au mois de mai 2025. Et ici, une partie
on va dire, estimé, ou pour l'instant, c'est déjà renseigné, hein, mais on pourrait avoir, si ce n'était pas renseigné, une initialisation ici à partir de l'année précédente, voire même, et c'est là tout l'intérêt de bénéficier des capacités IA, de laisser l'outil se baser sur le début d'année, de janvier à mai, et des années précédentes, pour pouvoir, au final, avoir un estimé qui soit calculé de manière automatique via des séries temporelles. Donc là, c'est ce que la solution est en train de faire. C'est-à-dire qu'il va se baser sur les premiers mois, il va regarder les années précédentes et il va venir renseigner ici toute la partie estimée sur la fin d'année pour pouvoir pré-remplir mon tableau. Et après, on va s'attarder principalement ici sur la partie estimée. On voit les graphiques qui se sont mis à jour, etc. Donc ici, on voit sur les quantités, il y a un certain nombre de quantités qui se sont mis à jour. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est étant donné des connaissances que l'on a sur, voilà, plus précises, on va pouvoir définir que sur le produit, par exemple sur celui-ci, où l'outil a défini 7508, on va pouvoir ici lui faire, non, ici je force à 7600 parce que pour X raison, d'ailleurs, on a la connaissance, et on voit l'impact. C'est-à-dire qu'ici, on va regrouper, ça a l'impact sur les totaux des marques précédentes, mais même sur le chiffre d'affaires global. Donc, on a vraiment la vision. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre des commentaires, ajouter un commentaire, où là, on va pouvoir définir 7600 car opération marketing de prévu, etc. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des fonctionnalités de pouvoir ajouter des commentaires au niveau des cellules. On l'a fait ici au niveau le plus fin. On va pouvoir aussi le mettre à un niveau plus élevé, par exemple ici. Et puis, pourquoi pas faire un plus 5% par rapport à ce qui est annoncé. Et vous allez le voir, ça va me ventiler. Donc là, je suis au niveau 6 domaines ici. Ça va me ventiler par rapport aux produits qui sont dessous les ventes. Et ça m'a modifié ma valeur ici que j'avais mis renseignée à 7600. Donc là, je vais pouvoir revenir annuler ma modification. Je reviens en arrière. Et donc, dans ce cas-là, si on ne veut pas que cette cellule soit modifiée, on a un système ici de verrouillage des cellules. Je vais verrouiller ma cellule. Et dans ce cas-là, si ici, je refais ma manipulation de plus 5%, vous allez voir que ça va me ventiler sur les autres articles dessous, sans toucher à ce 7600. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aussi contrôler plus finement comment sont allouées les valeurs dessous. Sachant qu'ici, c'était au prorata, hein, c'est plus 5% qui sont alloués. Il y a des fonctionnalités de proportionnel, de prorata ou alors de pondération qu'on va pouvoir ajuster si on le souhaite dans le mécanisme. On le voit ici, la partie prix dessous. Donc, on a des prix qui ont été figés. On va pouvoir les modifier dans le tableau de la même façon. Ou alors, on va pouvoir passer ici par un catalogue des prix. Donc, on a une petite pop-up ici qui va s'ouvrir. On va pouvoir ajuster aussi les prix prévisionnels. Alors, chose intéressante, ici, on va pouvoir se concentrer soit sur une des deux BU, France ou Canada. On va pouvoir aussi changer la devise. Ça aussi, c'est un des points importants dans la solution. C'est via une table de conversion de pouvoir faire vos modifications dans la devise que vous le souhaitez. Et après, l'outil va, lui, convertir automatiquement. Donc là, typiquement, si je dis que ce produit-là, à partir de ce mois, on va faire, j'ai mis des plus 5%, mais on pourrait mettre plus 100 tout simplement. Vous voyez ici, j'ai ma modification qui se fait. Et je vais même pouvoir l'étaler, comme on fait avec Excel, la faire glisser sur les prochains mois. Et donc, ça va me faire toute une modification sur les quantités. Et donc, ça, je vais pouvoir le faire dans la devise que je souhaite. Et donc, on va le voir ici, ça m'a modifié aussi mes valeurs. Hop. Et donc là, et ici, j'ai mes chiffres qui sont mis à jour, etc. Donc, une fois qu'on a fait cette vision, on va dire, estimation, donc là, je suis bien sur l'estimé, je peux modifier. À noter que je ne peux pas changer le réel, les cellules sont grisées. Une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est d'aller plus finement, par exemple, dans la ventilation. Si on regarde ici, hop, on a déjà ventilé donc, toutes les quantités. Normalement, elles sont non affectées ici. Je vais revenir peut-être
à une version précédente. Voilà, on a une gestion des versions aussi qui est donnée. Par exemple, ici, si on n'avait pas… Hop, pardon, je vais revenir ici, désolé. Un petit loupé, voilà. Donc là, j'ai fait ma modification. Alors, je suis revenu au point de départ, hein, je le remonte. Hein, si j'avais fait ma prévision et toutes mes modifications, désolé, les choses étaient restées en place. Mais dans l'idée, voilà, si je travaille d'une page blanche, je mets mes estimations, je vais travailler tout mon estimé, donc il va se remplir ici. L'idée, après, ça va être de ventiler toutes ces quantités estimées et prévisionnelles, de pouvoir les regrouper soit auprès des clients pour avoir à peu près des informations, soit auprès des vendeurs, typiquement, hein, pour pouvoir voilà, leur définir des objectifs. Vous voyez ici, hein, j'ai mon estimé qui est en place. Et si je vais sur la partie ventilation, on voit que ces quantités qu'on vient de définir pour le futur, elles ne sont affectées à aucun vendeur. Donc, on va pouvoir choisir soit vendeur, soit client. Et donc là, pour pouvoir les affecter, on va les répartir ici par rapport à l'historique, par rapport à la pondération existante. Et donc, simplement via des actions. Donc ça, c'est des choses qui se font pareil dans la solution. On va pouvoir définir des actions de répartition, de règles de gestion sur les outils. Et donc, en faisant ça, là, je vais lui dire que la cible, c'est l'estimé, de se baser sur l'année précédente 2024 pour pouvoir affecter les quantités de chacun des vendeurs en France, ici, puisqu'on est que sur la France. Et vous le voyez là, tout ce qui était non affecté va être descendu ici sur chacun des vendeurs. Et de la même façon, on va pouvoir venir ici affecter les données, changer. Là, je vais mettre plutôt un plus 5%, par exemple, etc. Donc, vous avez compris le principe. Donc, une fois qu'on a fait toute cette partie vente, l'idée, c'est de voir un petit peu en termes de finances ce que ça va impacter. Donc là, si je reviens sur mon portail et que je passe sur la partie finance, on va tomber sur quelque chose que vous connaissez sûrement, un compte de résultats classique. On voit nos informations. Donc, on a toujours pareil ici l'actual, la partie réelle, la partie estimée qui a été issue du travail qu'on a fait juste avant. Donc, on voit un peu l'enchaînement. Le budget aussi, et puis quelques informations ici. Donc, de la même manière, ici, on va pouvoir aller modifier les cellules. Voilà, très simplement, on va pouvoir mettre à jour par rapport à ce que l'on a fait avant. Mettre à jour si on avait aussi des informations de type RH, par exemple dans un autre outil, la masse salariale, etc. Et ajuster tout ça. Et donc, dans l'idée, on va même avoir d'autres types de visualisation. Ici, par exemple, on va pouvoir gérer la partie budget, voire même des arbres ici des arbres de compte de résultats. On voit vraiment chacun des comptes et comment chacun impacte les choses. Je vous montrerai ça peut-être plus dans un second temps. Si je reviens sur la partie budget, ça aussi c'est intéressant, c'est que la solution propose aussi de pouvoir gérer différents types de budgets et de pouvoir les comparer. Ce que l'on retrouve, par exemple, ici on a la version du budget officiel qui est mise. Il y a une version de budget V2 qui a été mise en place. On voit des modifications qui ont été apportées dessus, des petits ajustements. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de me construire une nouvelle version basée sur ce budget. Copier la version. Alors, de type budget, on va appeler budget V3, par exemple. Et donc là, on va pouvoir facilement créer un nouveau type de budget. Ici, budget V3. On va avoir aussi de la comparaison ici sur qu'est-ce qui explique la différence entre le budget V2, V3 et budget. Voilà, on voit qu'ici, il n'y a pas de différence entre les deux vu que c'est les mêmes. Mais de la même façon, on va pouvoir aller impacter ces choses-là. Je vais lui mettre un plus 10%, vous allez voir. Et on va voir que cela va avoir de l'impact un petit peu sur toutes les lignes de compte de résultats. Et on va voir quelles sont les différences en termes de budget de version. Et si ce budget nous correspond plus, derrière, on va même pouvoir aller gérer ces versions et les publier comme la nouvelle version de budget. Donc, là, c'est vraiment la possibilité d'avoir des budgets personnels généralisés, différentes versions, et de pouvoir les gérer dans la solution. Donc, on le voit, l'outil est vraiment tourné dans une partie élaboration budgétaire, dans la construction, dans l'estimation, dans le partage aussi, dans la gestion des budgets. Il y a un point important aussi, c'est toute la partie tâche de saisie. C'est-à-dire que derrière, vous allez affecter la saisie des différentes tâches, des différentes lignes, à des personnes. Et donc là, dans la partie calendrier, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des tâches.
Par exemple, on a une tâche ici pour saisir tout ce qui est l'estimé sur la partie France. Donc, cette tâche, elle va avoir une date de début, de fin, pour pouvoir cadrer ça dans le temps. On va pouvoir avoir aussi des notions de propriétaire, de responsable, etc. Et un accès direct ici aux présentations sous-jacentes. Par exemple, ici, si je suis responsable de la tâche de saisie des estimations sur la partie France, je vais avoir la main ici pour pouvoir aller faire ce qu'on a fait un petit peu, modifier, affiner mes estimations. Et une fois que j'aurai fini, je vais pouvoir soumettre ma saisie dans l'outil. Et puis, comme vous l'avez vu ici, je vais avoir après, pourquoi pas, une tâche de validation donc auprès du responsable qui, lui, va valider. On pourra avoir aussi des tâches de blocage des données, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été validé, on ne peut plus revenir sur ce qui a été fait. Donc, on a vraiment tout ce processus de saisie qui va être cadré dans le temps, qui va être suivi en termes de progression avec des relances, etc. Donc, c'est vraiment pas que forcément l'aspect tableau où je vais noter, mais mettre mes estimations, mais aussi toute la partie, on va dire, suivi des tâches de réalisation et contribution de chacun des personnes qui doivent être contributeurs dans la construction du budget. Donc voilà, vraiment un outil complet qui est d'ailleurs la solution future de tout ce qui est élaboration budgétaire chez SAP avec en lieu et place de BPC pour ceux qui le connaissent. Il y a un aspect aussi important de la solution, que j'ai déjà un peu évoqué, mais c'est l'aspect simulation. On le voit dans ces possibilités de renseignement, etc., de saisie directement dans la solution, qu'on va pouvoir jouer aussi sur ces indicateurs. Et donc là, pour illustrer ça, je vais repartir sur le cas d'usage qu'on avait présenté la semaine dernière, qu'avait présenté Julien, sur notre offre application CGS qui permet de suivre au quotidien votre RSE, vous accompagner dans le suivi du RSE. Et donc là, ce que je vais faire très rapidement pour vous montrer un petit peu tout ça, on avait vu que via des tableaux de bord, on avait la possibilité de suivre un peu sur les agences les taux d'occupation, de présence dans les bureaux, mais aussi la consommation qui est affectée. Là, on va se concentrer principalement sur la partie taux d'occupation. On va se concentrer sur une de nos agences, celle basée à Paris. On a l'agence ici. Et donc, vous voyez, déjà, on est vraiment dans une vision de tableau de bord. On retrouve la même construction que ce que l'on a présenté la semaine dernière, avec l'idée ici de pouvoir suivre, voilà, sur 2025, le nombre de CMATE présents chez Sinovate, le taux de présence dans les bureaux, donc avec un plan de recrutement qui est fait. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'ici, on a un taux de présence assez faible. Pour X ou Y raison, on veut pouvoir, je ne sais pas, hop, je vais peut-être avoir une campagne pour faire revenir les personnes au bureau avec un 15%. Donc là, on va dire, voilà, on essaie de faire revenir un peu plus les gens à l'agence. On va pouvoir étirer ça. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ce taux de présence, il va donner lieu à un taux d'occupation par rapport au nombre de postes disponibles et à un nombre de postes libres restants. Si on se dit qu'au mois de septembre, on veut avoir un peu plus de personnes et passer à 30%, et à chaque fois, on a dessus, on est vraiment sur de la simulation. On peut voir par rapport au plan de recrutement le nombre de personnes, par rapport aussi aux politiques de retour dans l'agence, pourquoi pas. Et on voit ici un alerteur qui a été mis en orange ici sur le taux d'occupation. On arrive sur du 82%, ce qui est peut-être un peu élevé étant donné le nombre de postes disponibles, etc. On voit que 3 postes libres. Et donc, pour avoir un peu plus de détails, on va pouvoir basculer sur une partie visualisation, où là, on rentre dans une partie plus, on va dire, analyse. On voit le taux de présence, mais principalement ici le taux d'occupation, notamment sur septembre, 82%. Et donc, de manière très simple, si je clique dessus, on va même avoir un filtre dynamique qui va nous montrer la répartition par jour. Et donc là, ça permet d'avoir une analyse où on voit que sur les mardis et jeudis, on sera au-delà des capacités d'accueil dans les bureaux. Donc là, on va pouvoir avoir différentes stratégies, soit essayer de répartir ça sur les différents mois, soit revoir à la baisse, entre guillemets, le taux d'occupation, voire même, vu qu'on est dans un cadre de flex office, pouvoir prendre de nouveaux postes et élargir un petit peu les capacités d'accueil
des bureaux. Et de la même manière, une fois qu'on a géré un peu ces aspects agence, on va pouvoir revenir ici sur les aspects consommation. Voilà, si on retourne sur une visualisation où là, on mêle aussi bien la partie nombre de TP, la consommation affectée, via un petit arbre de décision. Voilà, on voit le coût total en termes de consommation, en termes de choses. Donc, on voit que le coût total du bail est donné par l'abonnement, la consommation et les taxes. Cette consommation se décompose selon la consommation en kilowattheure, étant donné le nombre de TP, la conso que l'on connaît par le TP, le taux de présence, etc., la surface des locaux. Et donc, de la même façon, ici, on va pouvoir gérer ici. Par exemple, ici, on va pouvoir se mettre un 47 plutôt qu'un 46. On va voir l'impact sur la consommation ici en kilowattheure, en euros et donc sur le coût total. Et c'est là aussi, on va pouvoir rentrer dans une espèce de scénario de simulation où si on se dit, bah voilà, on va aller voir différents fournisseurs d'énergie, pouvoir gérer aussi le prix du kilowattheure avec une baisse, on l'espère, voilà, par exemple sur le prix et voir l'impact que ça peut avoir derrière avec une comparaison, bien évidemment, là-dessus. Donc, on voit vraiment un outil qui est tourné essentiellement à la base vers de l'élaboration budgétaire. Avec cet aspect, je modifie, j'ai tout le système de workflow dans la solution, en même temps que des visuels graphiques qui permettent de voir directement quels sont les impacts de ce que l'on fait en termes de budget, mais qui est utilisé énormément aussi sur une partie simulation. Scénario, on va pouvoir avoir par exemple différents cas d'usage de scénarios pessimistes, optimistes, voir les différents cas et puis ajuster, prendre des décisions. C'est vraiment le sens de cet outil. Voilà un petit peu pour cette démo assez rapide, encore une fois, je vous invite vers les webinaires. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu, d'une part, dans BI 2025, toute la partie data qui était offerte, mais aussi la complémentarité avec des outils SAC et SAC Planning pour aller encore plus loin dans la manipulation, dans l'exploration de la solution au travers de simulations. Donc voilà, on voit, avec ça, on a vraiment un cadre global où on a vraiment les données qui servent de levier tout en gardant ça, cette gouvernance qui reste dans la solution, et puis le côté partage, publication des données, des versions, etc. Donc, un outil, une solution, on va dire, assez complète. Hop, si je reviens donc sur mes slides pour terminer sur ces aspects-là, donc je le rappelle, ce qu'on a vu, c'est la partie CGS qui s'intéresse donc justement à toutes ces émissions. On avait vraiment ces tableaux de bord de suivi qui étaient derrière. Et là, l'idée, dans ce qu'on vient de montrer, c'est vraiment la projection, grâce à SAC Planning, de pouvoir avoir des hypothèses, de formuler des hypothèses, d'avoir des scénarios et d'aller un peu plus loin dans la prise de décision. Donc, c'est ce que l'on vient de voir ici. On l'a vu aussi dans la partie SAC Planning, on a tout ce qui est la partie IA qui permet de tirer parti d'un historique de données pour pouvoir renseigner voilà, des estimés, d'avoir aussi de l'analyse sur des KPI, etc. Donc, vraiment, toute cette partie IA dans SAC qui est embarquée, que l'on verra pleinement dans l'épisode 5. Mais il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui, et c'est une demande assez forte, c'est de pouvoir aussi intégrer de l'IA dans BO on-prem. Et donc là, ce sera l'occasion du prochain épisode de la semaine prochaine, un épisode, encore une fois, je vous invite à vous inscrire puisqu'il sera assez important, qui va vous présenter une nouvelle offre que l'on a chez Synovate qui s'appelle CBO et qui permet, c'est quelque chose d'assez novateur chez SAP, d'intégrer l'IA directement dans BO au travers de notre offre. Ça va être au travers de différents exemples. J'ai déjà donné quelques petits exemples dans le premier épisode, mais on va voir ça de manière très, très large dans l'épisode de la semaine prochaine sur comment l'IA peut venir enrichir BO de manière très simple. Voilà un petit peu pour cet épisode de ce jour. Ce que je vous propose, ça va être de répondre un petit peu aux questions qu'il pourrait y avoir. Alors, je vais parcourir un peu tout ça. Alors, remplacer, je n'ai pas trouvé comment renseigner remplacer nul par 0, par exemple. Alors, effectivement, c'était une des limites dans la fonctionnalité remplacer direct, qui était la fonctionnalité ad hoc. Aujourd'hui, avec la partie formule, vu qu'il existe des is nul, etc., c'est quelque chose qui vient, qui permet de résoudre ce problème-là. Donc,
je pourrais le remontrer, mais dans la partie préparation de données, dans les transformations, plutôt que de passer par remplacer, on va passer par la formule, où là, on a beaucoup plus de fonctionnalités. En termes d'optimisation, est-il recommandé de tout faire dans un seul cube ou d'enchaîner plusieurs cubes selon les transformations jointures? Là, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Il y en a qui visuellement préfèrent décomposer les différentes étapes graphiquement pour une lecture plus simple, pas mélanger voilà, de la jointure gauche avec d'autres choses dans l'enchaînement. Mais alors là, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun dans la construction, sachant que les performances derrière seront les mêmes. Il n'y a pas de tout est virtuel. Il n'y a pas de différence dans l'optimisation qui est faite. Donc là, c'est vraiment dépendant de chacun. Pareil, de la même façon, je réponds peut-être à une question suivante. Les transformations, on va pouvoir les faire à n'importe quel niveau des cubes. On n'est pas obligé de faire toutes les transformations dans le dernier cube, on va pouvoir les faire dans des cubes précédents, mais tout sera de façon au final récupéré. Donc là aussi, c'est dans les habitudes que l'on a. Généralement, on va plutôt les mettre dans le dernier cube, hein, ça permet de tout regrouper au même endroit hein, plutôt que de chercher. Mais là, entre guillemets, la liberté est donnée à chacun dans sa construction. J'espère que c'est assez clair, ces réponses. N'hésitez pas hein, s'il y a besoin de compléments là-dessus. Mode donné, on utilise la fonction groupée. Ensuite, on ne dispose plus de la valeur détaillée en BI 4.3. Oui, tout à fait. Alors là, c'est là où, via, encore une fois, la formule, on va pouvoir avoir ce type de regroupement plus simple, hein, qu'on va pouvoir gérer en gardant aussi bien la valeur détaillée que le groupe. Donc ça, c'est important. Il y a un autre aspect, alors je l'ai montré peut-être très rapidement, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en place dans ce cadre-là, c'est le passage par des dimensions, on va dire publiques, des tables de référence. Voilà, pour faire simple. Typiquement, dans l'exemple que je montrais, on avait le numéro de produit, le SQL number, auquel on va venir rajouter une table de dimensions qui serait issue d'un autre outil. On peut avoir pareil sur les clients, ça proviendrait d'un CRM par exemple. Et dans cette qualification du produit, de l'outil, on va avoir toutes les propriétés qu'il compose. Et c'est à ce niveau-là où moi je mettrais entre guillemets ce groupe-là pour pouvoir avoir vraiment une description de l'article au sens pur, c'est-à-dire une table de référence de notre article qui serait donnée derrière. Je ne vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions, c'est que tout a été clair, je l'espère. Donc voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que voilà, ça a permis de bien montrer un petit peu toutes ces fonctionnalités. Encore une fois, la partie prévisualisation, je manipule des données, je vois en direct, je peux creuser la donnée, donc qui est issue de ce que savait faire SAP via l'outil Explorer hein, qui a été intégré. C'est quelque chose d'assez puissant. La construction de ce cube qui va servir de base à plein d'autres rapports, là où historiquement, on dupliquait un rapport pour pouvoir avoir la même requête, mais on perdait le lien entre les deux. Là, l'idée, c'est vraiment de consolider une bonne fois pour toutes ces données. Donc, vraiment quelque chose que voilà, je vous invite à aller creuser. On voit les utilisateurs métiers hein, qui prennent assez facilement cette partie data. Hein, voilà, dans le retour d'expérience, l'adoption qu'on peut avoir dessus, hein, c'est quelque chose que l'on constate et qui va aller un peu plus loin dans la solution. Donc, pour finir sur ce webinaire, je le redis, hein, le webinaire de la semaine prochaine va être assez innovant dans l'approche où on va repartir de BI 2025, forcément, avec justement des éléments, on va dire, qui permettent d'aller étendre le champ des possibles. On reviendra, je l'avais présenté un petit peu rapidement la semaine dernière, sur le Canit for Viz, hein, qui est la partie éléments personnalisés qui permet d'aller enrichir la solution BO avec de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux graphiques, de nouvelles explorations, et vous présenter notre offre CBO, qui est basée un peu sur le même principe d'éléments personnalisés, mais qui permet d'aller enrichir avec de l'IA frugale, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, directement en BO. Donc ça, c'est quelque chose de très innovant, et je suis très content de vous présenter ça de manière un peu en avant-première la semaine prochaine. Je serai accompagné de Jonathan Baudin, notre directeur de la stratégie de développement chez Synovate. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci encore pour votre intérêt et puis votre participation. Et bonne journée à vous. Au revoir.